Santé naturelle tout au long de notre vie et comme le disait Augustin, eh bien on va travailler ensemble de manière chronologique. On va commencer par le commencement, la naissance, l'enfance et la construction de soi, avec une première conférence, celle du docteur Michel Audin. Michel Audin, c'est un spécialiste de la naissance. C'est à lui qu'on doit notamment la possibilité de faire naître des bébés dans l'eau ou d'accoucher à domicile. Eh oui. Et puis, je pense que Michel ne m'en voudra pas si je dis que grâce à son bel âge, il cumule une formidable expérience du terrain et des années de recherche et d'études sur le sujet. Il vient aujourd'hui nous parler des particularités de la naissance chez les êtres humains. Je vous demande d'accueillir pour cette première conférence très chaleureusement le docteur Michel Audin, qui va nous rejoindre dans quelques instants. Le voilà. On l'applaudit encore. C'est à vous. Donc, comme on vient de vous le dire, notre propos aujourd'hui consiste à évoquer les différences entre la naissance des humains et la naissance des autres mammifères, à souligner l'importance de ce sujet et aussi à souligner que dans le contexte scientifique de 2017, on réalise que ces différences sont beaucoup plus profondes que ce qu'on pouvait imaginer jusqu'à une date récente. Mais avant d'entrer dans le sujet, je voudrais faire un rappel. Je voudrais d'abord rappeler qu'au cours de la deuxième moitié du XXe siècle, l'histoire de la naissance a été avant tout influencée par des avancées techniques et technologiques. Il y a eu la révolution plastique qui a tout changé en médecine. Soudain, on a pu introduire des cathéters dans tous les organes du corps humain. Et en ce qui concerne l'obstétrique, bien sûr, avant tout dans les veines, des perfusions intraveineuses, dans l'espace péridural et ailleurs, dans le domaine de la médecine. Il y a eu la révolution électronique, c'est encore technologique, technique. Et comme vous le savez, le monitoring électronique fœtal a été très, très utilisé. Il y a eu les avancées de techniques chirurgicales. Quand j'ai fait mes premières césariennes dans les années 1950, il nous fallait 1 heure pour faire une césarienne et on ne pouvait pas commencer une césarienne sans disposer d'un flacon de sang pour compenser les pertes sanguines. Aujourd'hui, grâce à beaucoup d'avancées techniques, eh bien, on peut faire une césarienne en 20 minutes et habituellement, la perte de sang est minime. On me dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec le micro, je ne sais pas quoi. C'est peut-être, il suffit une question d'orientation. Est-ce que vous m'entendez? Comme ça, c'est mieux. Oui, c'est ça. Bon. Je suis content que vous m'entendiez. Je dois avouer que moi, je ne vous vois pas. Je voulais faire ça pour vous voir. J'avoue que, de mon point de vue, le croisement des regards est très important dans les relations humaines. Et là, je dois dire que pour l'instant, nous sommes privés de cette facette des relations humaines. Je ne peux pas vous faire que je fasse cela pour commencer à vous entrevoir. Donc, j'en reviens au progrès technique qui caractérise l'histoire de l'accouchement au cours de la deuxième moitié du XXe siècle, les progrès en technique chirurgicale, dans beaucoup de domaines, mais il s'agit toujours de progrès techniques. Il y a eu aussi le fait qu'on a utilisé les ventouses avec des petites ventouses en plastique, vous voyez. Et l'effet de tout cela, c'est qu'on pourrait dire que le symbole de l'obstétrique a disparu. Jusqu'au milieu du XXe siècle, le forceps était le symbole de l'obstétrique. Aujourd'hui, on peut faire une obstétrique sans forceps. Avec la ventouse, avec les césariennes faciles, rapides, le symbole obstétrique a disparu. L'effet d'avancée technique et technologique. Eh bien, au XXIe siècle, c'est différent. Au XXIe siècle, l'histoire de l'obstétrique est avant tout influencée par des avancées scientifiques. C'est plus scientifique que technologique ou technique. Alors, je n'ai pas le temps aujourd'hui, en quelques minutes,
d'évoquer toutes les disciplines scientifiques émergentes et évolution rapide qui sont en train d'influencer notre compréhension de la période qui entoure la naissance. Mais une façon d'introduire le sujet, nous ne pouvons qu'introduire le sujet, c'est d'évoquer deux organes dont les fonctions sont différentes dans l'espèce humaine si l'on compare avec les autres mammifères. Et à quel point il est important de comprendre ces différences. Je crois que les organisateurs ont pris en compte le fait que mes jambes sont âgées de 87 ans, et c'est sans doute pourquoi ils ont mis un siège. Donc je vais en profiter. Donc je suggère, pour évoquer, mais c'est peut-être un handicap pour les gens qui sont au fond de la salle, je vais me remettre debout, pour évoquer les différences entre la naissance chez les humains et la naissance chez les autres mammifères, je vais parler de deux organes. C'est une façon d'introduire le sujet. L'un, c'est le placenta, et l'autre, c'est le cerveau. Alors, pourquoi parler du placenta? Eh bien, parce que le placenta humain est très différente par sa structure et par ses fonctions, très différent de ce qu'il est chez les autres mammifères. Bon, je ne donne pas de détails sur ce qu'est une structure hémocoriale, ça n'a pas d'importance. Ce qu'il convient de savoir, c'est à quel point le placenta humain est efficace pour transférer les anticorps maternels, les IgG, les anticorps maternels, du sang maternel vers le sang fœtal, à tel point qu'à 38 semaines de vie fœtale, le fœtus a déjà à peu près les mêmes taux d'anticorps que sa mère. Et puis le taux va encore augmenter après. Alors ça, c'est une particularité de l'espèce humaine. Le résultat, c'est que quand un bébé humain naît, il a les mêmes anticorps que sa mère. C'est-à-dire que les microbes qui sont familiers pour sa mère lui sont déjà familiers. Et ça, c'est une énorme différence avec les autres mammifères. Il y a peut-être parmi vous des experts en mammifères non humains. Eh bien, ils vous diront par exemple qu'à la naissance, pour le petit veau, le bébé de la vache, il y a une priorité. C'est l'accès immédiat et facile au colostrum, c'est-à-dire à la mamelle, au colostrum. C'est la première occasion pour le petit veau d'absorber des anticorps humains. C'est vital. C'est vital au sens propre. Si le petit veau n'a pas immédiatement accès à la mamelle, il ne survivra pas. C'est vital. Dans l'espèce humaine, même si le colostrum, c'est-à-dire ce que le bébé trouve dans le sein dès leur issue à la naissance, est bénéfique, il n'est pas vital. La preuve, c'est que depuis des millénaires, depuis le début de la socialisation de l'accouchement, il y a environ 10 000 ans, la révolution néolithique, la domination de la nature, eh bien dans presque toutes les sociétés humaines, au moyen de rituels, de croyances, on a trouvé des moyens, de façon presque habituelle, partout, de priver les nouveau-nés du colostrum précoce. On a toujours l'effet de la plupart des croyances et des rituels a été de différer l'initiation de l'allaitement. Donc, même si le colostrum est bénéfique dans l'espèce humaine, il n'est pas vital. Une grande différence avec les autres mammifères. Ça veut dire que les préoccupations ne sont pas les mêmes. Chez la plupart des mammifères, le petit veau, la préoccupation, c'est accès à la mamelle immédiatement. Dans l'espèce humaine, qui a déjà les mêmes anticorps que sa mère, les IgG que sa mère, eh bien, la question qu'on se pose, c'est dans quelle mesure l'environnement microbien à la naissance est familier pour le bébé. Puisque le bébé a les mêmes anticorps que sa mère, l'important, c'est que les premiers microbes qui occupent le territoire, qui occupent le corps du bébé,
soit familiers pour la mère et donc pour le bébé, et donc familiers et donc amicaux. Et la question, c'est quel est le degré de diversité dans cet environnement microbien. Alors la question extrêmement importante, parce qu'on comprend aussi aujourd'hui, tout ça c'est pour nous situer dans le contexte scientifique de 2017, on comprend aujourd'hui que le système immunitaire de l'être humain commence à être éduqué, à être programmé immédiatement, dès les premières minutes, dès les premières heures qui suivent la naissance. Le système immunitaire du bébé commence à être programmé, à être éduqué. C'est-à-dire l'importance des premiers microbes rencontrés. Il s'agit de la santé future de l'être humain. Ça commence à se jouer à cette période-là. Comment le système immunitaire se programme. En gros, on peut dire que déjà la santé se construit à ce moment-là. Et dans une conférence où on parle de la santé des humains, il est bien sûr tout à fait approprié de commencer par ce fait important. Alors, lorsqu'on fait ce rappel scientifique, immédiatement, on réalise la révolution profonde qui a eu lieu en quelques décennies en ce qui concerne la naissance des bébés humains. Il y a un siècle, toutes les femmes, ou presque toutes, accouchaient au milieu d'une grande diversité de microbes familiers. C'était comme ça. Aujourd'hui, c'est le contraire. Aujourd'hui, la plupart des femmes accouchent dans un environnement bactériologique qui n'est pas familier et qui est pauvre, qui manque de diversité. Donc sur le plan bactériologique, sur le plan du développement du système immunitaire, c'est là la grande évolution dans l'histoire de la naissance des humains. En ce qui concerne la construction de la santé des humains, c'est là le grand changement, la grande révolution, dont on ne prend pas toujours conscience. On regarde d'autres facteurs, mais on ne réalise pas que la grande révolution est sur le plan bactériologique et immunologique, c'est-à-dire la construction de la santé. Alors, lorsqu'on a compris cela, bien entendu, on s'attend. Ah, mais pourquoi? Il est pourtant pas loin de ma bouche, mais il faut que lorsque l'on comprend cela, bien entendu, on se pose des questions. On se pose des questions sur la prévalence, sur l'incidence dans les futures générations de dérégulation du système immunitaire. Puisque le système immunitaire n'est pas programmé comme il était autrefois, on peut s'attendre à des différences dans les incidences, dans les prévalences de dérégulation du système immunitaire. Quand on parle de dérégulation du système immunitaire, c'est la santé en général, bien entendu, mais on pense avant tout aux maladies allergiques et aux maladies auto-immunes. Alors, vous le direz, mais elles sont déjà plus fréquentes que dans le passé, c'est bien connu. Alors, ce qu'on attend aujourd'hui, c'est que les épidémiologistes prennent conscience de ces sujets. Et aujourd'hui, on a besoin de nouvelles études épidémiologiques, c'est-à-dire des études qui confirmeront que l'incidence accrue des maladies atopiques, allergiques, des maladies auto-immunes, etc., est dans une grande mesure en relation avec la façon de naître. Jusqu'ici, on manque de telles études, à part une étude hollandaise, plus facile à faire en Hollande qu'ailleurs à cause du grand taux de naissance à domicile. Voilà la nouvelle génération d'études que nous attendons. Jusqu'à présent, alors on peut dire que jusqu'à présent, on n'a pas pris conscience du sujet, donc les épidémiologistes ne pensent pas tellement à évoquer ce sujet. Quand on pense comme les bactériologistes, les immunologistes aujourd'hui, on peut dire qu'il y a deux façons de naître, deux sortes de naissance dans l'espèce humaine. Il y a la naissance à la maison et la naissance ailleurs. Sur le plan bactériologique, immunologique, voilà une classification qui n'est pas une opinion, c'est un fait. Il y a la naissance à la maison au milieu de microbes familiers et d'une grande diversité, surtout familiers, et puis la naissance
ailleurs. Alors bien sûr, il y a des variantes dans la naissance ailleurs, il y a des cas extrêmes fréquents de naissance qui ne se font pas par voie vaginale, qui ne se font pas par voie périnéale, les naissances par césarienne. Il y a tous les bébés qui ont des antibiotiques dans la période périnatale. Mais on doit dire que jusqu'à présent, les épidémiologistes n'ont pas réalisé l'importance du lieu de naissance dans cette perspective. Jusqu'à présent, les études dont on dispose comparent la naissance à l'hôpital avec la naissance à l'hôpital, différentes façons nettes à l'intérieur de l'hôpital. Donc nous sommes dans l'attente de nouvelles études, en particulier de la part de l'épidémiologie. L'important, c'est de réaliser qu'il s'agit d'un sujet nouveau. Mais pour comprendre cela, il faut s'intéresser aux fonctions du placenta. Il faut s'intéresser aux structures particulières du placenta humain. On ne peut pas se contenter d'expérimentation animale. Sur le plan de fonction placentaire, l'être humain est spécial. Et je dois dire qu'en règle générale, dans les milieux médicaux, on ne s'intéresse pas beaucoup aux fonctions placentaires. Donc un premier chapitre que j'ai suggéré d'introduire pour souligner les différences entre la naissance des humains et la naissance des autres mammifères, comme on peut les comprendre dans le contexte scientifique de 2017, avec beaucoup de questions et suggestions pour les études dans l'avenir. Et puis, il y a un autre organe qui nous distingue de tous les autres mammifères, c'est le cerveau. Comme vous le savez, l'être humain se caractérise par un énorme cerveau. Vous savez que génétiquement parlant, aujourd'hui, on considère que l'être humain est un membre de la famille des chimpanzés. Notre cerveau, je vais dire ça autrement, notre quotient encéphalique, c'est-à-dire la taille relative de notre cerveau par rapport à la taille de l'ensemble du corps, notre cerveau est 3 fois plus volumineux que chez les autres membres de la famille des chimpanzés. La différence est énorme, surprenante, soulève des questions. Et je voudrais souligner à quel point c'est important lorsqu'on veut comprendre la physiologie de l'accouchement. Ce qui caractérise le cerveau humain en particulier, c'est l'énorme développement de ce qu'on appelle le néocortex, le nouveau cerveau. Le cerveau qui nous distingue de tous les autres mammifères, le cerveau qui nous permet de communiquer de façon sophistiquée. Nous communiquons aujourd'hui avec des micros, avec des sons, envoyés par un micro. On envoie des humains dans la Lune, on fait des mathématiques et on a construit des ordinateurs. Tout ça, c'est parce que nous disposons d'un néocortex, d'un nouveau cerveau extrêmement développé. C'est ce qui caractérise l'être humain. Bien, pour comprendre ce qui caractérise la physiologie de l'accouchement dans notre espèce, il faut aussi partir de cette différence en ce qui concerne les structures et les fonctions cérébrales. Et en particulier, évoquer les fonctions de ce nouveau cerveau et à quel point tout a changé récemment. Jusqu'à une date récente, on présentait le néocortex, le nouveau cerveau, comme un outil au service de structures physiologiques vitales, donnant des renseignements sur l'espace, le temps, facilitant la communication. Eh bien, on considérait que ce puissant néocortex était avant tout un outil. Aujourd'hui, soudain, on a une nouvelle compréhension des fonctions du néocortex, du nouveau cerveau, du cerveau de l'intellect, du cerveau logique. On s'aperçoit que ce n'est pas aussi simple que ça. Ça a commencé au milieu du XXe siècle, avec la découverte de neuromédiateurs inhibiteurs, et petit à petit, graduellement, on est arrivé aujourd'hui à donner une énorme importance
à ce qu'on appelle l'inhibition néocorticale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans certaines situations, le néocortex, le cerveau tellement développé chez les humains seulement, chez les Allemands seulement, ne peut plus être considéré seulement comme un outil, mais dans certaines situations, il peut obscurcir, il peut inhiber des fonctions physiologiques. C'est comme si, dans certaines situations, l'outil devient le maître. Voilà, c'est ça le concept d'inhibition néocorticale. Une clé pour comprendre la nature humaine et en particulier le processus de l'accouchement chez les humains. Alors, pour bien comprendre ce concept d'inhibition néocorticale, pour bien comprendre que dans certaines situations, l'outil devient le maître, il est préférable de ne pas sauter sur la physiologie de l'accouchement. Il est préférable d'évoquer d'autres fonctions physiologiques qui peuvent être inhibées, obscurcies par l'activité néocorticale. Je vais donner quelques exemples rapides, ça pourrait être très long. Le sens de l'odorat. Il est habituel de s'interroger sur la faiblesse du sens de l'odorat chez les humains par rapport à ce qu'il est chez d'autres mammifères. Il y a beaucoup de raisons, bien sûr, mais il y en a une, c'est l'inhibition néocorticale. Et ça a été élégamment démontré par une élégante étude en Israël, une étude très sophistiquée, publiée dans des journaux scientifiques qui font autorité, mais qu'on peut résumer très vite. Eh bien, ce qu'on peut rappeler, mais c'est magnifique, tout d'un coup je vous vois. Ah, ben ça change tout. J'avais demandé si c'était possible au début. Une occasion de rappeler l'importance du croisement des regards dans les communications humaines, ben voilà, on a rétabli cette possibilité. Oui, alors pour en venir au sens de l'odorat, cette étude israélienne a montré quelque chose de très simple, on va le résumer. Si vous buvez un verre de vin, après ça, votre sens de l'odorat est plus aigu, est aiguisé. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous buvez de l'alcool, vous réduisez le contrôle néocortical. Et ensuite, le sens de l'odorat est plus fort. Ouais. C'est très simple, c'est une façon de comprendre ce qu'est l'inhibition néocorticale. Comment, dans certaines situations, l'outil... Alors Michel, nous allons vous équiper avec un autre micro parce qu'on ne vous entend pas, malheureusement. On va tout recommencer. Parce qu'il y a des gens qui viennent de très loin, notamment il y a une dame de Saint-Martin qu'on salue, voilà, et des gens du Maroc, du monde entier qui sont venus. Et qui sont... aurait pu s'en apercevoir plus tôt. On aurait pu, mais Je n'ai parlé que deux choses avant de partir, voir le public et être entendu. Ça va bien se passer. Je vous prends ce micro. Voilà, je vous prie de nous excuser pour ce petit incident technique qui va être réparé, mais on a très envie de vous entendre, Michel Audin. Vous allez être beaucoup plus à l'aise avec ce système, voilà. Voilà. On va faire un petit essai. Vous nous dites si vous entendez mieux, Michel Audin. Hein, on compte sur vous. Vous avez le temps. Vous avez le temps, nous ne sommes pas en retard. On va prendre le temps. On est d'accord, hein, on va prendre le temps. Hein. Ouais. Voilà, on va faire un petit essai. Ça va? Parfait. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui savent de quoi nous avons parlé jusqu'à présent? Ah bon, il y en a quand même quelques-uns. Je vous laisse reprendre la conférence. Merci beaucoup. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, je rappelais que nous évoquions des situations où ce qui était considéré jusqu'à présent comme l'outil, le néocortex, devient le maître. C'est l'inhibition néocorticale. Ça, c'est le problème. Ah, mais c'est magnifique. Quand on parle au début d'une conférence, c'est qu'il faut ajuster la technologie. Donc, oui, pour faire comprendre le concept d'inhibition néocorticale,
J'avais donné un premier exemple, c'est le sens de l'odorat, apparemment faible dans l'espèce humaine, mais si vous buvez de l'alcool, si vous buvez un verre de vin, il est plus fort ensuite. Vous réduisez le contrôle par le cerveau logique, le cerveau tellement développé chez les humains. Alors, je pourrais donner beaucoup d'exemples. Un exemple facile à comprendre, c'est une autre question qu'on se pose très souvent. Comment expliquer que tous les mammifères, puisque nous parlons des différences entre les mammifères et les humains, et non humains et les mammifères humains, comment expliquer que tous les mammifères savent nager? Vous mettez une vache dans la rivière, elle sait nager, votre chien sait nager, tous les mammifères savent nager. L'être humain a besoin d'apprendre une technique, il a besoin de maître nageur. S'il n'a pas appris à nager et que vous le jetez à la rivière, il va se noyer. Comment expliquer cette différence? Eh bien là encore, on l'explique par le phénomène d'inhibition néocorticale. Parce que, en fait, c'est pas si simple que ça. Immerger un nouveau-né. Faut que je le tienne alors. Là, comme ça, c'est bien. Je crois qu'à la fin, on va y arriver, ça va être parfait. Notre ami ostéopathe qui parlera après, il sera dans d'excellentes conditions techniques. Oui, en fait, quand on dit que les humains ont besoin d'apprendre à nager, c'est pas si simple que ça. Immerger un nouveau-né, eh bien, il ne va pas se paniquer, il va garder les yeux ouverts, il va avoir des mouvements natatoires parfaitement coordonnés, et puis il va se diriger vers un endroit qu'il peut agripper. Il sait nager, mais ça ne va pas durer longtemps. Après quelques semaines, ou quelques mois, le même bébé immergé, il faudra l'aider, sinon il va se noyer. Il aura perdu la capacité de nager pour un certain stade du développement néocortical. C'est un autre exemple de ce qu'est l'inhibition néocorticale. Alors je pourrais donner beaucoup d'exemples comme cela, des exemples de la vie courante, de ce qui se passe quand on stimule le néocortex. Un exemple très facile à comprendre. Imaginez un couple faisant l'amour. Ils sont dans un état pré-orgasmique et soudain, la femme dit à son partenaire « Qu'est-ce que tu veux manger pour dîner ?» C'est une stimulation néocorticale. Une question est une stimule le néocortex qui va interférer avec les processus physiologiques. Donc voilà une anecdote, une analogie qui peut aider à comprendre le concept d'inhibition néocorticale. Mal compris, on doit dire, en médecine jusqu'à présent, sauf dans le milieu psychiatrique qui connaissent les neuromédiateurs inhibiteurs. Il y a une branche de la médecine où on comprend cela en particulier, c'est l'urologie. Imaginez un urologue, un spécialiste de la maladie de la prostate, par exemple, en face d'un vieux monsieur qui peut-être a une grosse prostate. L'urologue ne demandera pas à ce vieux monsieur de faire pipi devant lui pour évaluer la puissance du jet urinaire qu'il aimerait connaître. Donc il ne va pas lui demander ça. Pourquoi? Parce qu'il a compris empiriquement, même s'il n'utilise pas le terme, le concept d'inhibition néocorticale. Il sait qu'un homme ne peut pas faire pipi sur commande en présence de quelqu'un qui l'observe. Quand on observe quelqu'un, on stimule son néocortex et on transforme certaines fonctions physiologiques, telles que par exemple le fait d'uriner. Donc voilà, c'est un sujet énorme, c'est une clé pour comprendre la nature humaine. On pourrait donner de nombreux exemples comme ça. L'important est de comprendre le concept d'inhibition néocorticale. Comment, dans certaines situations, ce qui était considéré jusqu'à présent comme l'outil, le néocortex, devient le maître, prend les commandes. Alors, maintenant, après avoir fait ces rappels, je pense qu'il devient facile de parler de la physiologie de l'accouchement. On s'est souvent demandé pourquoi, dans l'espèce humaine,
l'accouchement est plus difficile que dans les autres espèces de mammifères. Et quand vous regardez les livres académiques, presque toujours, on ne met l'accent que sur les problèmes morphologiques, mécaniques. Dans des livres bien connus, le livre de Schultz, etc., on vous montre des dessins du bassin maternel, du squelette maternel, du petit bassin maternel, et des dessins de la tête du bébé, et on montre cela, et on dit, ben voilà, quand on regarde la dimension et la forme du bassin maternel comparé aux dimensions et la forme de la tête du bébé, on comprend pourquoi la naissance est difficile chez les humains. Et on s'arrête à cette interprétation. On ne s'interroge pas sur des situations anecdotales, des anecdotes que certains d'entre vous peut-être connaissent. C'est qu'il y a occasionnellement, il arrive qu'une femme qui morphologiquement n'est pas spéciale, elle est comme tout le monde à peu près, met au monde un bébé qui morphologiquement n'est pas spécial, un premier bébé en 10 minutes, facilement, en quelques minutes, alors qu'une autre qui morphologiquement n'est pas spéciale non plus, son bébé n'est pas spécial non plus, eh bien aura besoin d'une césarienne après 48 heures de travail intense. Comment expliquer ces différences? Ce n'est pas la morphologie, ce n'est pas la mécanique qui peut expliquer ces différences. Ce qui explique ces différences, c'est le concept d'inhibition néocorticale. C'est que dans l'espèce humaine, l'activité néocorticale peut obscurcir, peut inhiber le processus de l'accouchement. Eh bien, ayant fait cette synthèse, il devient soudain facile de comprendre la solution que la nature a trouvée pour rendre possible et éventuellement facile l'accouchement dans l'espèce humaine. C'est une solution très simple, facile à résumer. Eh bien, ce qui rend possible l'accouchement dans l'espèce humaine, c'est la réduction de l'activité du néocortex, du cerveau qui pense, du cerveau logique. C'est ça la solution que la nature a trouvée. Ce n'est pas des questions morphologiques, c'est qu'il faut que le cerveau, le néocortex, arrête d'être actif. Et je suis persuadé que même en 2017, il y en a encore parmi vous qui peuvent comprendre la solution que la nature a trouvée pour rendre possible et éventuellement facile l'accouchement dans l'espèce humaine. Certains d'entre vous savent encore que quand une femme peut accoucher facilement par elle-même, sans assistance pharmacologique, il y a un moment où elle donne l'impression de se couper du monde, de ne pas s'intéresser de ce qui se passe autour, d'oublier ce qu'elle a lu dans les livres, ce qu'elle a appris, d'oublier ses plans. Elle peut se comporter d'une façon qui habituellement serait considérée comme inacceptable de la part d'une femme civilisée. Par exemple, elle ose crier, elle ose jurer, elle a des comportements bizarres, inacceptables habituellement de la part d'une femme civilisée. J'évoque souvent quelques anecdotes, une qui est significative. Une femme civilisée en plein travail, mais un travail qui marchait bien, qui a mordu la sage-femme. Ça veut dire une réduction du contrôle néocortical, c'est évident, évident. Ça ne veut pas dire que les femmes au travail doivent mordre la sage-femme, mais c'est une bonne façon de comprendre ce qu'est la réduction de l'émission néocorticale. Un autre fait qui n'est pas très connu, mais qui est extrêmement important, c'est que des femmes en plein travail, souvent, perçoivent des odeurs que personne d'autre ne peut percevoir. Et ça, c'est un très bon signe de réduction de l'activité néocorticale. Et puis, quand une femme est comme ça sur une autre planète, eh bien, elle peut se trouver par elle-même des positions bizarres, inattendues,
imprévisible, souvent primitive, mammélienne, quadrupédale, asymétrique. Hein. Tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? Que cette forme qui est sur une autre planète, ben, ça veut dire qu'elle a réduit l'activité néocorticale. Eh bien, voilà ce qui rend l'accouchement possible dans l'espèce humaine, la réduction de l'activité néocorticale. L'accouchement est un exemple de fonction physiologique qui peut être obscurcie par l'activité du cerveau qui pense. Le handicap humain, comme ça. Continuer à penser dans une situation où il faut cesser de penser. C'est ça le handicap. Alors quand on a compris cela, eh bien, immédiatement, on comprend très facilement ce qui est important sur le plan pratique. En ce qui concerne les besoins de base d'une femme qui accouche, on comprend qu'une femme qui accouche a besoin d'être protégée, le mot-clé c'est protection, contre tout ce qui pourrait stimuler son néocortex. Quand on pense comme les physiologistes et qu'on évoque une fonction physiologique involontaire, comme le processus de l'accouchement, c'est involontaire, c'est sous le contrôle de structures primitives, c'est involontaire, eh bien, ce qu'on cherche à savoir, c'est pas comment on peut aider un processus involontaire. On ne peut pas aider un processus involontaire, mais on peut le protéger contre des facteurs d'inhibition. Donc, en ce qui concerne l'accouchement humain, quand on pense comme les neurophysiologistes aujourd'hui, dans le contexte scientifique de 2017, la question c'est comment protéger la femme qui accouche. On ne peut pas l'aider. Comment protéger la femme qui accouche contre toute stimulation possible du néocortex. Alors, rappelons, quels sont les principaux stimulants du néocortex? Il y a d'abord le langage. Quand une femme accouche, le plus grand ennemi, c'est le langage, qui est assimilé par le néocortex. Tous les langages, bien sûr, certains langages en particulier, comme une question, etc., mais le langage en général, c'est l'ennemi en ce qui concerne le processus de l'accouchement. Un autre stimulant du néocortex, dont l'importance est mieux comprise aujourd'hui, c'est la lumière. Parce qu'on a compris aujourd'hui que la mélatonine, c'est-à-dire l'hormone de l'obscurité, est une hormone essentielle de l'accouchement. Elle est en synergie, elle travaille avec l'ocytocine à plusieurs niveaux. Nous parlons du néocortex, elle travaille en synergie avec l'ocytocine, hormone de l'accouchement, au niveau du néocortex. Je fais une parenthèse pour dire qu'elle travaille aussi en synergie avec l'ocytocine au niveau de l'utérus. Dans le muscle utérin, il y a des récepteurs à la mélatonine, à l'hormone de l'obscurité, qui travaillent en synergie avec les récepteurs de l'ocytocine. Ça devient une question essentielle. Expliquer à quel point la lumière inhibe le processus de l'accouchement. En particulier, le type de lumière qui stimule fortement ou qui inhibe fortement la libération de mélatonine. Et le type de lumière qui inhibe la libération de mélatonine, c'est les lumières artificielles modernes telles que celles que nous avons ici, parce qu'elles sont très riches en spectre bleu. J'ai fait faire une thèse à une sage-femme là-dessus, elle a mesuré, c'est intéressant comme histoire, elle a évalué le spectre de la lumière des lampes utilisées dans les salles d'accouchement. C'est exactement le type de lumière qui empêche la libération de mélatonine, hormone de l'obscurité. Ce sont des sujets de demain. Hein, nous sommes dans l'avenir quand on parle de cela. Nous sommes dans le contexte scientifique de demain. Jusqu'ici, il s'agit de données apportées par des scientifiques purs. Ça n'a pas touché encore les praticiens. Donc, quand on parle de ce qui peut stimuler le néocortex, de facteurs contre lesquels la femme doit être protégée, il y a le langage, il y a la lumière. Et on peut dire, pour simplifier, puisque nous n'avons plus que quelques minutes, pour simplifier, on peut dire que le néocortex est stimulé dans toute situation qui oblige à faire attention, qui stimule l'attention. Quand on doit faire attention, notre néocortex est stimulé. Alors, un exemple de situation où
le néocortex, où l'attention est stimulée, c'est quand on se sent observé. Si je vous observe, ce que je peux faire maintenant, parce qu'il y a de la lumière, si je vous observe, vous vous observez vous-même. Votre attention est stimulée, vous faites attention à vous-même. Donc, un facteur qui inhibe l'accouchement, c'est se sentir observé. Aussi, la perception d'un danger possible oblige à faire attention. Voilà, tout ce c'est comprendre contre quoi la femme qui accouche doit être protégée. En particulier dans l'espèce humaine. Il est certain que si je parlais de la physiologie de l'accouchement dans les mammifères en général, je mettrais l'accent sur d'autres concepts physiologiques comme l'antagonisme, adrénaline, ocytocine, mais là ce matin, nous évoquons cette particularité de l'espèce humaine, qui est cet énorme cerveau. Après avoir évoqué les particularités du placenta, nous avons évoqué cet énorme cerveau, et l'important, finalement, c'est de comprendre qu'aujourd'hui, quand une femme accouche, eh bien, ce dont elle a besoin, c'est d'être protégée. Le mot-clé, c'est protection. Protection contre tout ce qui pourrait stimuler son néocortex. C'est apparemment simple à dire, mais en réalité, ça remet en cause tous nos conditionnements culturels, tels qu'ils ont été établis il y a déjà quelques milliers d'années, avec la domination de la nature, la socialisation de l'accouchement. Eh bien, depuis cette époque-là, eh bien, petit à petit, on a eu tendance à se comporter comme si une femme ne peut pas accoucher sans quelque interférence culturelle. Bien, la physiologie nous oblige à changer notre façon de penser. Et pour ça, ce qu'on peut faire, pour commencer, c'est le vocabulaire. Le vocabulaire est nécessaire pour un changement de paradigme. Jusqu'à présent, les mots-clés, en ce qui concerne l'accouchement, c'était des variantes du mot « aider ». Aider la femme qui accouche, guider, contrôler. En France, on accompagne, ça dépend des mots, mais c'est toujours un petit peu les mots-clés, toujours mettre l'accent sur le rôle actif d'une autre personne que les deux acteurs obligatoires pendant l'accouchement, que sont la mère et le bébé. Et ce conditionnement culturel n'est pas particulier à un milieu ou à un autre, c'est culturel. C'est pour ça que c'est tellement difficile de remettre en cause. Par exemple, je vais utiliser le vocabulaire international c'est plus simple. Dans les milieux qui font la promotion de l'accouchement naturel, très souvent, on a utilisé le mot coaching. Pour accoucher, vous avez un coach. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez besoin d'être guidé par un expert. Dans les milieux médicaux, c'est management. Vous avez besoin d'un manager. C'est la même façon de penser. Milieu naissance naturelle, milieu médicaux, c'est la même façon de penser, c'est culturel, c'est le même paradigme. C'est le différent de ce que nous suggère aujourd'hui la physiologie, qui nous suggère que le mot-clé, c'est protection. Protection d'un processus involontaire. Donc voilà, très très rapidement, comment j'ai essayé d'évoquer les différences entre l'être humain et les autres mammifères, et en particulier différences qu'il est important de comprendre en ce qui concerne la période périnatale. Et donc il m'a semblé une façon facile de souligner cette différence, c'était simplement d'évoquer deux organes dont les fonctions ne sont pas encore très bien comprises. Il y a encore un hiatus entre ce que nous apprennent les scientifiques et ce que sont les pratiques. Mais pour ça, je suis parti donc du placenta et du cerveau, deux organes qui nous séparent des autres mammifères. Donc, d'une façon générale, on pourrait dire, puisque nous évoquons le concept scientifique de 2017, d'une façon générale, on pourrait dire que ce qui caractérise notre époque, c'est que de plus en plus de disciplines scientifiques émergentes et à évolution rapide nous permettent de comprendre
que la période de la naissance est critique dans le développement de l'individu. C'est-à-dire que c'est une courte période qui ne se répétera jamais, mais qui a des conséquences à long terme et même des conséquences transgénérationnelles. Alors, en disant ça, bien sûr, j'évoque ce dont je n'ai pas le temps de parler, non seulement la perspective bactériologique que nous avons introduite, mais aussi l'épigénétique, par exemple, cette branche de l'épidémiologie que nous appelons Primal Health Research, la recherche en santé primale. Le point commun de toutes ces disciplines scientifiques émergentes et à évolution rapide, c'est de nous faire comprendre que la période de la naissance est critique en ce qui concerne le développement de l'être humain. Voilà l'important. Et puis, l'autre fait important à retenir, c'est que le concept d'inhibition néocorticale, grâce aux avancées en neurophysiologie, le concept d'inhibition néocorticale est une clé pour comprendre la nature humaine en général et le processus de l'accouchement en particulier. Merci. Le docteur Michel Audin. Bravo. Bravo Michel. Vous avez, comme on dit dans notre jargon, vous avez essuyé les plâtres avec beaucoup de talent et malgré tous ces petits problèmes techniques. Voilà, nous vous prions de nous excuser encore une fois. Merci beaucoup. On vous retrouve Michel en dédicace à 11 h sur le stand de l'IPSN qui se trouve donc à la sortie de cette salle. Merci beaucoup. Je vous en prie. Absolument. Allez-y.